Les tireurs d'élite des Marines américains n'ont pas réussi à atteindre leur cible, jusqu'à ce qu'une femme soldat leur montre comment faire. Avant de plonger, prenez un instant pour me dire d'où regardez-vous la vidéo et quelle heure est-il? Peut-être le lever du soleil à Nairobi, minuit à New York, l'après-midi au Canada ou le soir en France. Ne vous contentez pas de regarder en silence. Laissez un commentaire ci-dessous et voyons quelle portée cette histoire aura à travers le monde. Maintenant, plongez-vous et commençons. Le soleil tapait impitoyablement sur la base opérationnelle avancée Rédemption, un avant-poste poussiéreux niché entre des montagnes escarpées dans la province de Kunar, à l'est de l'Afghanistan. Le sergent-chef Marcus Reeves plissa les yeux à travers sa lunette pendant la 5e heure d'affilée, la sueur ruisselant sur ses tempes, malgré le bandana rafraîchissant enroulé autour de son front. Sa cible, un chef de guerre notoire connu sous le nom de « Le Fantôme », avait échappé aux forces de la coalition pendant 3 ans, causant des dizaines de pertes américaines grâce à des engins explosifs improvisés, savamment placés, et des embuscades coordonnées. Les services de renseignement avaient localisé ce campement, cette fenêtre de 2 heures, où le fantôme apparaissait pour ses prières quotidiennes. La mission était simple, éliminer la cible à Beechhurst 750 mètres de distance. Simple, sauf que même les meilleurs tireurs d'élite de leur unité avaient essayé, sans succès, au cours de la semaine écoulée. Le fantôme semblait protégé par le vent lui-même, comme si la nature conspirait pour dévier chaque tir parfaitement calculé. « Le temps est presque écoulé », murmura le caporal Jenkins, l'observateur de Reeves, en consultant sa montre tout en gardant l'autre œil rivé sur son télémètre. Brass s'impatiente. Le général Harrick est à la merci du capitaine Marshall. Encore 3 tentatives ratées et ils abandonnent complètement l'approche sniper. Le message était clair. Ils allaient opter pour une frappe aérienne, avec toutes les pertes civiles que cela impliquerait dans ce village densément peuplé. Reeves ajusta légèrement sa position, ignorant les pierres pointues qui lui enfonçaient les coudes à travers le fin tapis de tir. Son fusil M45 était parfaitement réglé, ses munitions chargées à la main, selon des spécifications rigoureuses. Le calcul était bon, les conditions étaient idéales. Et pourtant, quelque chose clochait. 6 de leurs meilleurs tireurs avaient raté ce même tir en 5 jours de tentative. À travers sa lunette, Reeves aperçut enfin un mouvement. Une ombre passant derrière la fenêtre à rideaux du murette du complexe. « Cible atteinte », murmura-t-il, son doigt caressant la détente, tandis que sa respiration ralentissait jusqu'à un rythme presque méditatif. Il effectua les derniers ajustements en fonction du vent, de l'altitude et de l'effet Coriolis, puis pressa. Le fusil heurta son épaule, la détonation résonnant sur les parois de la vallée, tandis que la balle de 308 fendait l'air à 780 mètres par seconde. Les 2 hommes, parfaitement immobiles, observèrent la balle parcourir plus d'1 kilomètre jusqu'à sa destination. Puis Jenkins jura entre ses dents. « Mademoiselle, à gauche d'environ 60 centimètres, le fantôme survit encore. » Reeves frappa le sol du poing, projetant un léger nuage de poussière dans les airs. C'était impossible. Le tir était parfait. Il avait misé sa réputation là-dessus. De retour à la base ce soir-là, le capitaine Marshall rassembla les équipes de tireurs d'élite au centre des opérations tactiques. Des cartes et des images satellites de la zone cible couvraient chaque surface, griffonnées de calculs et de notes après chaque tentative ratée. « Messieurs, » dit Marshall, la voix crispée par la frustration, « je n'ai pas besoin de vous dire ce qui est en jeu. Chaque jour où le fantôme respire est un autre jour où nos convois sont en danger. » Il marqua une pause, l'air mal à l'aise, avant de poursuivre. « Nous faisons appel à un consultant, quelqu'un avec une perspective différente. » La salle se remplit de regards inquiets. Force spéciale, CIA. Avant que quiconque puisse poser la question, Marshall lança la bombe. Elle sera là à 6 heures. L'incrédulité explosa dans la salle. Elle, une femme, était appelée pour résoudre ce que les tireurs d'élite les plus éminents du corps des Marines ne pouvaient pas résoudre. Reeves sentit sa mâchoire se serrer involontairement. Ce n'est pas qu'il ne croyait pas que les femmes avaient leur place au combat. Il avait combattu aux côtés de nombreuses femmes soldats compétentes. Mais cela ressemblait à une gifle pour toute son équipe. À la fin du briefing, Reeves coinça Jenkins près du coin café.
Avez-vous entendu parler de ce consultant avant aujourd'hui? Jenkins secoua la tête, versant l'épaisse couche noire que la base appelait café dans une tasse ébréchée. Pas un mot, mais Alvarez, des renseignements, dit qu'elle est de l'armée de terre, pas des Marines, une sorte de spécialiste en balistique. Reeves fronça les sourcils. La rivalité entre l'armée de terre et les Marines était légendaire, souvent bon enfant, mais parfois d'une gravité mortelle. Super! Alors non seulement on nous a trahis, mais on nous a trahis par un soldat qui joue les snipers des Marines. Jenkins lui lança un regard d'avertissement. Reste professionnel, Reeves. Si elle peut nous aider à coincer le fantôme, peu m'importe qu'elle soit de l'armée de terre, de l'armée de l'air ou des Girl Scouts of America. Reeves hocha la tête à contre-cœur, mais en regagnant sa couchette ce soir-là, une pointe de ressentiment se serra dans sa poitrine. Demain serait pour le moins intéressant. Le sergent-chef Diana Kearney descendit de l'hélicoptère UA-60 Blackhawk à 5h57 précise, se baissant sous les rotors encore en rotation avec une aisance éprouvée. Sa silhouette élancée ne portait guère plus que son équipement standard et un long étui à fusil personnalisé attaché à son dos. Aucun insigne ne marquait son treillis couleur poussière, à l'exception du petit drapeau américain sur son épaule. Le capitaine Marshall la rejoignit sur l'aire d'atterrissage, criant par-dessus le sifflement assourdissant des rotors. « Bienvenue à la base aérienne Redemption, sergent. Pas vraiment le Ritz. » Kearney ne sourit pas à cette plaisanterie éculée. Ses yeux, d'un bleu pâle saisissant sur sa peau hâlée par le soleil, scrutèrent le périmètre de la base avec une précision mécanique. « Briefing d'abord ou café d'abord, capitaine ?» demanda-t-elle d'une voix étonnamment douce mais chargée d'une force d'acier. Marshall fit un geste vers le centre de commandement. « Les deux à la fois, l'équipe attend. » Tandis qu'il marchait, les têtes se tournèrent. La nouvelle de l'existence du mystérieux spécialiste de l'armée s'était répandue dans la nuit, et la curiosité avait pris le dessus sur les habitudes. Le silence se fit dans le centre des opérations tactiques lorsque Kearney entra. 8 paires d'yeux la suivirent, tandis qu'elle posait soigneusement son étui à fusil contre le mur et acceptait une tasse fumante des mains d'un jeune spécialiste des communications. Reeves l'observa depuis le fond de la salle. Elle n'était pas celle à laquelle il s'attendait. Pas d'arrogance, pas de rancœur apparente. Une trentaine d'années, des cheveux noirs tirés en arrière en un chignon réglementaire et un visage qui ne trahissait rien. Le capitaine Marshall fit de brèves présentations avant de lui céder la parole. « Messieurs, commença Kearney sans préambule, j'ai examiné vos journaux de mission et les données balistiques des tentatives précédentes. » Elle se dirigea vers la grande carte topographique posée sur la table centrale. « Vous manquez votre cible parce que vous vous trompez de problème. » Son doigt traça la vallée entre leur position et le camp cible. « Ce n'est pas du tir longue distance classique. Vous avez pris en compte le vent, l'altitude, la température. Tout est dans les règles. Mais cette vallée crée une situation thermodynamique unique. » La salle resta silencieuse, sceptique, tandis qu'elle continuait, expliquant comment la géographie particulière créait des gradients de densité atmosphérique inhabituels, impossibles à prendre en compte par les calculs balistiques classiques. Elle sortit un petit appareil électronique. « J'ai apporté un prototype de cartographe de densité atmosphérique qui peut nous donner des relevés en temps réel à différentes distances. En combinant ces calculs avec des calculs modifiés, nous pouvons compenser. » Jenkins fut le premier à rompre le silence. « Sauf votre respect, sergent, nous avons des décennies d'expérience de tireurs d'élite dans cette salle. Si ce que vous dites est vrai, pourquoi personne n'a-t-il jamais rencontré cela auparavant ?» L'expression de Kearney resta inchangée, parce que cette combinaison particulière de géographie, de climat et de distance est extrêmement rare. J'ai rencontré un cas similaire dans l'Hindu Kush il y a 2 ans. 3 agents de Delta ont manqué une cible de grande valeur 6 fois avant que nous ne la découvrions. Elle marqua une pause, regardant Reeves droit dans les yeux. « Je comprends votre scepticisme, sergent-chef. Je ressentirai la même chose. Je ne vous demande donc pas de me croire sur parole. Je vous demande 24 heures pour le prouver. » Le défi flottait dans l'air comme une grenade allumée. Reeves se surprit à hocher lentement la tête, la curiosité professionnelle surmontant sa résistance initiale. Le capitaine Marshall frappa une fois dans ses mains. « C'est décidé. Le sergent Kearney travaillera avec le sergent-chef Reeves et son équipe aujourd'hui. Nous nous installons au poste d'observation à 13h01. » À la fin du briefing,
Kearney s'approcha directement de Reeves. « J'aimerais examiner votre fusil et vos munitions, si vous le permettez. » Sa franchise le prit de court. De près, il distinguait les fines rides autour de ses yeux. Ce n'était pas une simple théoricienne de bureau. « Bien sûr, » répondit-il, plus sèchement que prévu. Alors qu'il se dirigeait vers l'armurerie, il demanda « Où avez-vous appris la balistique à ce niveau ? Ce n'est pas le cours standard de l'école de tireurs d'élite de l'armée. » Un sourire brilla sur son visage. « Le MIT, en fait. Génie mécanique avec spécialisation en dynamique des fluides. Puis l'armée de terre, puis l'Afghanistan, l'Irak, des endroits où l'armée n'était officiellement pas présente. » Elle n'en dit pas plus et Reeves n'insista pas. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. Pas seulement une tireuse d'élite de l'armée, mais quelqu'un issu du monde obscur des opérations spéciales, où les rivalités entre branches comptaient moins que les résultats. Dans l'armurerie, Kearney maniait son fusil avec une précision respectueuse, vérifiant chaque composant sans commentaire. Finalement, elle leva les yeux. C'est une arme magnifique, parfaitement entretenue. C'était le premier compliment sincère qu'elle lui faisait, et malgré lui, Reeves ressentit une légère fierté. « Et le vôtre ?» demanda-t-il en désignant son étui d'un signe de tête. Sans un mot, elle ouvrit l'étui personnalisé, révélant un système de sniper semi-automatique M110 fortement modifié. Même pour l'œil expérimenté de Reeves, au moins la moitié des composants lui étaient inconnus. « Fabrication personnalisée », expliqua-t-elle, basée sur la plateforme M110, mais avec un canon et un système de gaz exclusif. La lunette est confidentielle. Sa voix était dépourvue de vantardise, juste une explication factuelle. Reeves passa un doigt sur la crosse, remarquant le matériau inhabituel. « Puis-je » demanda-t-il. Sur son signe de tête, il le souleva, surpris par l'équilibre parfait. Quelles que soient ses réserves quant à cette mission, quant à son sauvetage par une spécialiste de l'armée, il ne pouvait nier qu'elle apportait un matériel et des connaissances de qualité. Restait à savoir si cela suffirait à faire ce que 8 tireurs d'élite des Marines n'avaient pas réussi à faire, transpercer le fantôme d'une balle. À midi, le poste d'observation était en pleine effervescence. Kearney avait rassemblé son équipement de cartographie atmosphérique, une série de petits capteurs qui rappelaient à Reeves les stations météorologiques, à différentes distances le long de leur ligne de tir. Le capitaine Marshall avait approuvé un tir d'essai sur une cible différente pour vérifier ses théories avant de se lancer dans la mission. Reeves l'observait, tandis qu'elle vérifiait méthodiquement chaque mesure de capteur, notant de temps en temps dans un petit carnet étanche. Jenkins s'approcha et lui offrit une gourde d'eau. « Qu'en pensez-vous » demanda-t-il doucement, en désignant leur nouvelle coéquipière d'un signe de tête. Reeves but une longue gorgée avant de répondre. « Je pense qu'elle maîtrise son sujet. Est-ce que ça compte pour ce tir ?» Il haussa les épaules. « On verra bien. » La vallée crée ce qui ressemble à un tunnel invisible de densité d'air variable, expliqua Kearney en les rejoignant, ayant apparemment entendu. Les calculs de vent habituels supposent une densité relativement constante à des altitudes similaires. Mais ici, elle désigna les parois abruptes de la vallée. Le réchauffement solaire crée des courants thermiques ascendants sur le versant et le matin, sur le versant ouest l'après-midi. Ces courants créent un effet d'entraînement sur toute la colonne d'air. Elle afficha une représentation numérique sur une tablette robuste. Vous voyez ces dégradés de couleurs? C'est là que votre balle vole vraiment. Les deux hommes se rapprochèrent, l'intérêt professionnel prenant le dessus sur un scepticisme persistant. La visualisation montrait des motifs de couleurs tourbillonnants, représentant des variations de densité de l'air qu'aucun des deux n'avait prises en compte dans leurs calculs. « Alors, comment on compense ?» demanda Reeves, ajustant mentalement sa compréhension du défi. Kearney s'autorisa un petit sourire, le premier sincère qu'il voyait. « C'est là que ça devient intéressant. Les ajustements traditionnels de dérive et d'élévation ne suffiront pas. Il faut calculer une trajectoire balistique personnalisée qui tienne compte de ces variations de densité. » Elle désigna 3 zones spécifiques dans la vallée. Votre balle rencontrera 3 régions de densité distinctes. Le tout est de bien chronométrer les transitions. Jenkins siffla doucement. Pas étonnant qu'on ait manqué notre cible à plusieurs reprises. On se battait contre la physique sans le savoir. Reeves hocha lentement la tête, les pièces du puzzle se mettant en place.
Il ne s'agissait pas de savoir si un tireur était meilleur qu'un autre, mais de disposer des bonnes informations, des bons outils pour une situation inédite. Pendant l'heure qui suivit, Kearney leur expliqua les calculs, expliquant comment ces capteurs collectaient des données en temps réel qui alimentaient son ordinateur balistique. Les mathématiques sous-jacentes repoussaient les limites de la formation de Reeves, mais les principes étaient logiques. Nous allons tester cela sur la tour de garde abandonnée à 1500 mètres, suggéra-t-elle. Angle similaire, distance légèrement plus courte. Si nous atteignons cet objectif avec ces ajustements, nous saurons que nous sommes sur la bonne voie. Le capitaine Marshall approuva le tir d'essai et Reeves s'installa derrière son fusil, effectuant les ajustements inhabituels calculés par Kearney. Il semblait erroné, contraire à tout ce qu'il avait appris. Ajuster à droite quand la sagesse populaire dictait d'aller à gauche, augmenter l'élévation alors qu'il la réduirait normalement. Le premier tir manqua sa cible, mais de peu, quelques centimètres plutôt que quelques pieds. Kearney fit des calculs rapides et mit à jour la formule. Réessayez 3/4 de MOA à droite, 1/3 de MOA au-dessus de votre dernière position. Reeves obtempéra, le scepticisme se mêlant à une curiosité grandissante. Il pressa la détente. À travers sa lunette, il observa la balle s'écraser en plein centre de l'encadrement de la fenêtre de la tour abandonnée. Jenkins confirma avec sa lunette d'observation. Touché direct. Ils tirèrent 5 autres balles selon les calculs de Kearney. 5 autres impacts, tous dans un groupe de 3 pouces. Reeves se redressa, roulant des épaules pour relâcher la tension. Pour la première fois depuis son arrivée, Kearney semblait sincèrement satisfaite. « Maintenant, on est prêt pour le vrai », dit-elle doucement. « Demain matin, à l'heure habituelle d'apparition du fantôme. Un tir, un mort. » Alors qu'ils rangeaient leur équipement, Reeves s'est retrouvé à réévaluer non seulement la mission, mais aussi le soldat inhabituel qui avait bouleversé tout ce qu'il pensait savoir sur le tir à très longue distance. Ce soir-là, le réfectoire bourdonnait de conversations, les plaisanteries habituelles, ponctuées de spéculations sur la mission du lendemain. Kearney était assis seul à une table dans un coin, engloutissant méthodiquement son repas tout en consultant les données sur sa tablette. Reeves hésita, plateau à la main, avant de prendre une décision et de s'approcher. « Ça vous dérange si je me joins à vous ?» demanda-t-il. Elle leva les yeux, surprise, puis désigna le siège vide en face d'elle. Pendant un instant, aucun des deux ne parla. Le silence gêné d'étrangers contraint à une coopération à enjeu élevé planant entre eux. Finalement, Reeves brisa la glace. « Comment en êtes-vous arrivé à vous spécialiser dans ce domaine ? J'imagine que la balistique atmosphérique bizarre est une MOS courante. » Une pointe d'amusement traversa son visage face à sa tentative d'humour. « Ce n'était pas vraiment prévu, » admit-elle en posant sa fourchette. « J'étais déployé avec une équipe d'observation avancée dans l'Hindu Kush en 2018. Nous avons connu une situation similaire. Une cible de grande valeur, plusieurs tentatives ratées par d'excellents tireurs. Après le 3e échec, mon chef d'équipe était prêt à déclencher une frappe aérienne. » Elle but une gorgée d'eau, le regard perdu dans le souvenir. Il y avait une école juste à côté de la cible. Des enfants. J'avais étudié la dynamique des fluides, je savais que quelque chose clochait dans nos calculs. J'ai veillé toute la nuit à calculer et j'ai convaincu mon capitaine de me laisser essayer une autre approche. Reeves se pencha en avant, sincèrement intéressé. Et l'expression de Kearney se durcit. Tir réussi à 1670 mètres. Cible éliminée, aucun dommage collatéral. Après ça, la nouvelle s'est répandue. Je suis devenu la personne qu'on appelait quand la balistique conventionnelle s'est révélée défaillante. Jenkins apparut avec son plateau, hésitant jusqu'à ce que Kearney désigne une chaise vide d'un signe de tête. Tandis qu'il s'asseyait, elle poursuivit. Ce que la plupart des gens ignorent, c'est qu'à des distances extrêmes, l'air n'est pas seulement traversé par une balle, c'est un milieu dynamique qui interagit activement avec le projectile. Dans des vallées comme celle-ci, cela devient encore plus complexe. Pendant les 20 minutes qui suivirent, tous trois discutèrent de physique, Kearney expliquant des concepts qui dépassaient largement le cadre d'une formation de tireurs d'élite standard. Progressivement, d'autres membres de l'équipe arrivèrent, la curiosité professionnelle prenant le dessus sur les réserves initiales. Lorsque le réfectoire commença à se vider, Kearney était entouré par toute la section des tireurs d'élite,
utilisant des salières et des ustensiles pour illustrer les schémas de circulation de l'air. Plus tard, en retournant à la caserne, Reeves se retrouva seul avec elle dans la fraîcheur de la nuit. « Tu les as convaincus », observa-t-il. « Impressionnant, vu leur état d'esprit ce matin. » Kearney haussa les épaules, le visage à moitié éclairé par les projecteurs de sécurité. « Ce sont les résultats qui convainquent, pas les mots. C'est deux mains qui comptent. » Elle marqua une pause, puis ajouta plus doucement. « Je comprends la résistance, tu sais. J'ai été l'outsider de toutes les équipes que j'ai rejointes. Femmes dans les armes de combat, armées travaillant avec les Marines, officiers avec un passé de soldat, scientifiques parmi les guerriers, toujours l'exception. » Il n'y avait aucune pitié dans son ton, juste un constat pragmatique. Reeves ressentit une pointe de honte face à sa première réaction à son arrivée. « Pour ce que ça vaut, dit-il, je pense que vous avez gagné leur respect. Le mien aussi. » Elle s'arrêta de marcher et se tourna vers lui. « Puis-je vous demander quelque chose, sergent-chef » Sur son hochement de tête, elle poursuivit. « Pourquoi cette cible? Pourquoi l'élimination du fantôme est-elle si importante pour vous personnellement? J'ai vu votre réaction lors du briefing. Ce n'est pas une mission de plus pour vous. » La question le prit de court, transperçant sa distance professionnelle et abordant un sujet dont il parlait rarement. La nuit lui parut soudain plus sombre, les souvenirs affluant comme une marée montante. « Il y a 3 mois, commença-t-il lentement, les hommes du fantôme ont percuté un convoi que j'escortais. 8 Marines sont morts, dont mon meilleur ami depuis le camp d'entraînement, le lieutenant Casey Marshall, le frère cadet du capitaine. » Kearney comprit. C'est pourquoi le capitaine Marshall est si investi dans cette affaire. Reeves hocha la tête, la gorge serrée. Nous le sommes tous. Kearney resta silencieuse un long moment, son expression indéchiffrable dans l'ombre. Alors, nous n'échouerons pas demain, dit-elle finalement, la voix imprégnée d'une conviction absolue. Reposez-vous, sergent-chef. 4h00 arrive tôt. Tandis qu'elle s'éloignait vers ses quartiers provisoires, Reeves la regarda partir, réalisant qu'à un moment de la journée, son ressentiment s'était transformé en quelque chose d'inattendu. Du respect, et peut-être plus encore. Demain, ils affronteraient le fantôme ensemble, soldats et marines, hommes et femmes, unis par un seul tir impossible et la justice qui l'apporterait. La nuit se passa par intermittence pour Reeves, son esprit s'agitant à travers calculs et scénarios. Il était debout avant son réveil, vérifiant méticuleusement son équipement à la lumière filtrée par le rouge, tandis que ses compagnons de chambrée dormaient encore. Dehors, les étoiles brillaient dans le ciel afghan, l'air froid et immobile avant l'aube. Au hangar à matériel, il trouva Kearney déjà là, son fusil démonté sur un tapis de nettoyage, inspectant chaque composant avec une précision chirurgicale. « Tu n'as pas pu dormir non plus ?» demanda-t-il doucement en posant son propre équipement. Elle leva les yeux, ses mains ne s'arrêtant jamais. « Ne fais jamais ça, la veille d'une mission. » Il y avait quelque chose de réconfortant dans ce rituel partagé. 2 tireurs d'élite se préparant pour la chasse, leurs différends temporairement mis de côté. À 4h30, l'équipe était rassemblée. Le capitaine Marshall rappela brièvement, mais avec précision, l'enjeu. Les renseignements confirment que le fantôme sera au camp ce matin. C'est peut-être notre dernière chance avant qu'il ne déménage. Un tir, un mort. Son regard s'attarda sur Kearney et Reeves. Faites en sorte que ça compte. Ils partirent dans l'obscurité précédant l'aube, une équipe de 6 personnes empruntant des itinéraires différents pour se rendre au poste d'observation afin d'éviter d'être repérés. Kearney et Reeves, accompagnés de Jenkins, empruntèrent le chemin le plus direct, ayant besoin de temps pour installer les capteurs atmosphériques. Alors qu'ils gravissaient la pente rocheuse en silence, Reeves remarqua le mouvement de Kearney, réfléchi, efficace, sans gaspillage d'énergie. Pas celui des Marines, mais tout aussi efficace. Un entraînement différent, un même objectif. Au poste d'observation, une dépression naturelle derrière un amas de rochers, offrant une vue dégagée sur le campement cible. Ils commencèrent l'installation méticuleuse. Kearney plaça ses capteurs tandis que Reeves établissait sa position de tir, disposant son tapis et ses supports pour une stabilité maximale. Jenkins installa sa longue vue et ses télémètres, jetant de temps à autre un coup d'œil à l'équipement de Kearney avec une curiosité non dissimulée. « Quelle est la précision de ces relevés ?» demanda-t-il tandis qu'elle vérifiait un appareil portable recevant les données des capteurs de la vallée.
À 2 décimales près, répondit-elle sans lever les yeux. Le système se met à jour en permanence pour tenir compte des variations de température au lever du soleil. Reeves ajusta silencieusement ses calculs mentaux, conscient qu'une telle précision pouvait faire la différence entre le succès et l'échec. Tandis que l'aube teintait lentement le ciel oriental d'aquarelles roses et dorées, Kearney s'installa à côté de Reeves, son propre fusil assemblé, mais en réserve. « Position du tireur principal », dit-elle en désignant son installation d'un signe de tête. « Votre fusil, votre tir. » Reeves ne s'y attendait pas. « Je croyais que vous étiez là pour tirer vous-même, » dit-il, la surprise perceptible dans sa voix. Kearney secoua la tête. « Je suis là pour vous aider à tirer. C'est votre mission, votre équipe. Je ne suis que le système de navigation. » Sa déclaration était dépourvue de fausse modestie, juste une évaluation pragmatique. Jenkins croisa le regard de Reeves, un regard de respect nouveau s'échangeant entre eux. Kearney poursuivit. « Je vous fournirai les ajustements en temps réel. Vous exécuterez. » Elle lui tendit une petite oreillette. « Liaison directe. Pas de retard. Pas de mauvaise interprétation. » La vallée en contrebas émergea peu à peu de l'obscurité, le complexe cible restant ombre et suggestion à 1750 mètres. La tablette de Kearney affichait un motif complexe et changeant de zones colorées, représentant les variations de densité de l'air. « Ça commence déjà », murmura-t-elle en désignant les tourbillons qui se formaient le long du versant est de la vallée. Le soleil frappe là en premier, créant l'ascendance thermique initiale. Reeves observa, fasciné, la physique invisible de leur champ de bataille se matérialiser numériquement. Pendant les 40 minutes qui suivirent, ils observèrent dans un silence professionnel, Kearney prenant occasionnellement des notes, tandis que son système collectait des données de base. La radio crépitait, annonçant les mises à jour des équipes de sécurité positionnées pour avertir de toute approche. La vallée s'anima pleinement à la lumière du matin, des silhouettes lointaines commençant à bouger dans le village entourant le complexe. « La fenêtre de visée sera active dans environ 15 minutes », annonça Jenkins en consultant les mises à jour des renseignements sur sa tablette sécurisée. Reeves s'installa plus profondément en position, entamant la méditation du tireur. Il contrôlait sa respiration, son rythme cardiaque et éliminait les distractions. À côté de lui, la voix de Kearney devint calme, clinique. « Calculs initiaux terminés. Vous devrez ajuster 8 clics à droite de votre dérive standard, 3 clics vers le haut pour l'élévation. » Les ajustements semblaient erronés, contre-intuitifs, mais Reeves s'exécuta sans poser de questions. Sa lunette visait maintenant ce qui semblait être du vide au-dessus et à droite de la fenêtre de visée. « Faites confiance au calcul, » dit doucement Kearney, sentant son hésitation. « La balle finira par atteindre sa cible. » À mesure que les minutes s'écoulaient, la tension montait entre eux, non pas une gêne, mais l'impatience intense de chasseurs se préparant à un moment crucial. Dans 15 minutes, soit ils marqueraient l'histoire, soit ils ajouteraient un nouvel échec au journal de mission. Et quelque part dans ce camp, inconscient, le fantôme se préparait pour les prières du matin, se croyant intouchable. « Du mouvement au camp », murmura Jenkins, l'œil rivé sur sa puissante lunette d'observation. Le soleil avait entièrement dissipé les montagnes de l'Est, projetant de longues ombres sur la vallée. Plusieurs individus. Le schéma correspond au renseignement précédent. Reeves resta parfaitement immobile, la respiration courte et contrôlée, son fusil blotti contre son épaule comme une extension de son corps. À ses côtés, Kearney surveillait son équipement avec une concentration intense, ajustant parfois infimement ses calculs en fonction des données des capteurs. Tous trois formaient un triangle de concentration parfait, chacun accomplissant son rôle avec une précision mécanique. C'était l'aboutissement d'années d'entraînement, d'innombrables missions, et maintenant, l'approche révolutionnaire de Kearney pour un tir impossible. « Cible en approche de la salle de prière », poursuivit Jenkins d'une voix monotone et contrôlée qui trahissait la tension qui les régnait. Confirmation visuelle estimée à 2 minutes. Reeves fit une dernière vérification mentale de sa position et de ses ajustements. Tout semblait anormal selon l'entraînement traditionnel. Son point de visée semblait absurdement hors cible, mais il s'était engagé à faire confiance à la science de Kearney. L'écouteur crépita doucement tandis qu'elle s'adressait directement à lui. Légère variation des conditions atmosphériques. Ajustez la position d'1/4 de MOA
vers le bas. Il obéit sans hésitation, leur collaboration désormais harmonieuse malgré leur brève rencontre. La fenêtre de la cible apparut dans sa lunette, toujours vide, mais promettant l'apparition imminente de l'homme qui avait semé tant de morts. « Confirmation visuelle », souffla Jenkins, les mots flottant dans l'air comme de la fumée. « Le fantôme. Identification définitive. » À travers sa lunette, Reeves pouvait maintenant distinguer la silhouette sombre se déplacer derrière la fenêtre à moitié fermée. Un homme d'âge moyen, avec une mèche argentée distinctive dans la barbe, avançant avec l'air confiant de quelqu'un qui se croit intouchable. Le fantôme marqua une pause, semblant regarder vers les montagnes où il se cachait, presque comme s'il pressentait la mort qui l'attendait. Le doigt de Reeves reposait légèrement sur la détente, attendant le moment idéal où la cible deviendrait pleinement visible pour ses prières. La voix de Kearney résonna à nouveau dans l'écouteur, calme et assuré. Réglage verrouillé, vent stable, densité stabilisée. Vous avez les conditions optimales. Tirez quand vous serez prêt. Le temps sembla ralentir tandis que Reeves expirait à moitié et retenait son souffle. Le fantôme prit une position idéale, agenouillé face à la Mecque, son profil cadré par la fenêtre. Dans cet instant suspendu, Reeves pensa au lieutenant Casey Marshall, aux 8 Marines qui ne rentrèrent jamais, aux innombrables civils afghans terrorisés par les opérations de cet homme. Son doigt exerça une pression précise de 2 kilos sur la détente de 2 kilos. Le fusil grogna contre son épaule, le son résonnant dans la vallée tandis que la balle de 308 entamait son parcours à travers le complexe gant atmosphérique que Kearney avait cartographié. 1750 mètres de turbulence invisible, de variations thermiques et de physique qui avaient déjoué toutes les tentatives précédentes. À travers sa lunette, Reeves observait la fenêtre lointaine, l'éternelle, seconde et demie nécessaire à la balle pour atteindre sa cible. Impact! La voix de Jenkins rompit le charme, le détachement professionnel cédant la place à une excitation à peine contenue. Toucher direct, masse centrale, cible abattue. Pendant quelques instants, personne ne bougea ni ne parla, submergé par l'ampleur de ce qu'ils venaient d'accomplir. Puis la main de Kearney se posa brièvement sur l'épaule de Reeves, une reconnaissance muette d'une exécution parfaite. « Mort confirmée », lança le capitaine Marshall à la radio depuis le poste d'observation secondaire. « Toutes les équipes lancent le protocole d'extraction. Excellent travail. » Alors qu'ils démontaient rapidement leur équipement, Reeves croisa le regard de Kearney. Aucun mot n'était nécessaire. Il venait de rendre cette recherche quasi impossible. L'armée et les Marines travaillant en parfaite synchronisation pour éliminer une cible de grande valeur qui avait échappé à la justice pendant des années. L'extraction s'effectua avec une efficacité maîtrisée, chaque membre de l'équipe jouant son rôle et disparaissant dans le paysage avant qu'une éventuelle contre-attaque ne se matérialise. Tandis qu'ils remontaient le terrain rocailleux vers leur point de rendez-vous, Jenkins emboîta le pas à Kearney. « C'était extraordinaire », dit-il doucement. « Du jamais vu. La façon dont vous avez cartographié ces courants d'air. » Il secoua la tête avec admiration. L'expression de Kearney resta professionnelle, mais Reeves perçut une pointe de satisfaction dans ses yeux. « C'est de la physique », répondit-elle. « Une fois qu'on a compris le problème, la solution suit. » Mais tous savaient que c'était plus que cela. C'était l'intuition née de l'expérience, une pensée novatrice qui rompait avec la doctrine, et le courage de miser sa réputation sur une approche peu orthodoxe. Alors qu'il franchissait la dernière crête avant le point d'extraction, Reeves marqua une pause, regardant en arrière vers le campement lointain, où à cet instant même, les partisans du fantôme allaient découvrir le sort de leur chef. « Pour casser », dit-il doucement. Kearney s'arrêta près de lui, suivant son regard vers la vallée. « Pour eux tous », acquiesça-t-elle, comprenant le poids du moment. Puis, pragmatique comme toujours, elle fit un geste vers les véhicules qui attendaient. Mais le deuil ne se fait pas à découvert. Retournons à la base. Alors qu'il descendait vers le point d'extraction, Reeves réalisa que quelque chose de fondamental avait changé, non seulement dans les paramètres de la mission ou dans sa compréhension de la balistique longue distance, mais aussi dans sa perception du soldat discret et brillant qui leur avait montré une autre façon de résoudre un problème impossible. La FOB Redemption explosa en une célébration contenue lorsque la nouvelle du succès de la mission se répandit. L'ambiance au centre des opérations tactiques était électrique.
tandis que le capitaine Marshall débriefait l'équipe, son stoïcisme habituel adouci par une satisfaction évidente. L'élimination du fantôme perturbera considérablement les opérations ennemies dans cette région, conclut-il en examinant l'ensemble des opérateurs. Les services de renseignement signalent déjà une confusion dans leur chaîne de commandement. Son regard se posa sur Kearney et Reeves. Votre tir a sauvé d'innombrables vies, tant militaires que civiles. La reconnaissance était simple mais sincère. Dans la salle, des vétérans endurcis acquiescèrent d'un signe de tête, l'admiration professionnelle transcendant les rivalités subsistantes au sein de l'armée. Ce qui avait commencé comme un scepticisme envers un étranger s'était transformé en un respect sans faille. Après le compte-rendu officiel, un rassemblement improvisé s'est formé dans la zone de loisirs, la réussite de la mission offrant un rare moment de détente dans un déploiement par ailleurs tendu. Reeves se retrouva à raconter le tir à un auditoire attentif, décrivant comment l'approche peu orthodoxe de Kearney avait permis de surmonter les difficultés atmosphériques de la vallée. La balle n'a pas suivi une trajectoire proche de la normale, expliqua-t-il, utilisant ses mains pour tracer la trajectoire complexe. C'était comme enfiler une aiguille dans un ouragan. Jenkins intervint, ajoutant des détails techniques qui laissèrent même les tireurs d'élite expérimentés hocher la tête avec stupeur. Kearney brillait par son absence, qui s'était discrètement excusé après le compte-rendu. Reeves remarqua sa chaise vide et fronça légèrement les sourcils. Les célébrations n'étaient pas seulement une question de détente, mais aussi de cohésion d'équipe et de partage d'expérience. Son absence semblait inadmissible. Il la trouva au stand de tir improvisé de la base, tirant méthodiquement avec son arme de poing sur des cibles dans la lumière déclinante de l'après-midi. Chaque tir touchait le centre de la cible avec une précision mécanique. Reeves attendit qu'elle le remarque avant de s'approcher. « La fête me manque », observa-t-il, adossé à la barrière. Kearney rengaina son arme avec une efficacité éprouvée. « Pas très fêtarde », répondit-elle en retirant son casque anti-bruit. « De toute façon, je pars demain à 6 heures. Nouvelle affectation. » La nouvelle prit Reeves au dépourvu, même s'il savait logiquement que son attachement à leur unité était temporaire, la brutalité de son départ lui parut perturbante. « C'est rapide », parvint-il à dire. Elle haussa les épaules, un geste empreint à la fois de pragmatisme militaire et de quelque chose de plus personnel, presque de regret. C'est comme ça que ça marche dans ma section. Résoudre le problème, passer à la crise suivante. L'équipe apprécierait de vous voir avant votre départ, dit Reeves en choisissant ses mots avec soin. Ce que vous nous avez appris, ça change tout dans les engagements à très longue distance. L'expression de Kearney s'adoucit légèrement. Ce n'est pas que les mathématiques, vous savez. Les calculs, les capteurs, ce sont des outils. Ce qui fait la différence, c'est le tireur. Elle le regarda droit dans les yeux, son appréciation professionnelle mêlée de chaleur. Vous avez réussi ce tir, Reeves. Vous avez fait confiance à une approche qui contredisait tout ce qu'on vous avait appris. Cela demande un courage particulier. Le compliment, formulé sans flatterie ni exagération, signifiait plus venant d'elle qu'une simple recommandation du commandement. Ils restèrent un moment dans un silence complice, l'expérience partagée de la mission du matin, créant un lien qui transcendait leur brève rencontre. Alors qu'ils retournaient vers le camp principal, Kearney, de manière inattendue, se confia sur son parcours professionnel. « Je n'avais jamais prévu de devenir tireuse d'élite », admit-elle. « J'ai commencé dans le corps du génie de l'armée. J'avais un don pour les problèmes de physique. Je me suis fait remarquer après avoir développé une méthode plus précise pour calculer les démolitions dans des conditions variables. » Elle marqua une pause, observant un hélicoptère de transport approcher de la piste d'atterrissage lointaine. « Puis l'Afghanistan est arrivé. Mon unité a été prise en embuscade. Notre tireur d'élite désigné a été abattu. J'ai récupéré son fusil. » Elle n'expliqua pas la suite, mais ce n'était pas nécessaire. Reeves pouvait compléter les détails. Le combat avait le don de révéler des talents cachés, forçant la spécialisation par nécessité plutôt que par préférence. Après ça, ils m'ont fait suivre une formation accélérée à l'école de tireurs d'élite, puis une formation spécialisée. Je fais ça depuis. La zone de loisirs fut momentanément silencieuse lorsqu'ils entrèrent ensemble, puis des applaudissements spontanés éclatèrent. Kearney parut surprise, visiblement gênée par l'attention, mais parvint à esquisser un petit sourire sincère. Le capitaine Marshall s'approcha, 2 bières sans alcool à la main,
comme le veut la tradition en zone de combat. Au tir impossible rendu possible, lança-t-il en leur tendant une bouteille à chacun. Au fil de la soirée, la gêne initiale s'estompa et Kearney s'intégra progressivement à la camaraderie du groupe, partageant des récits de guerre aseptisés et des connaissances techniques qui captivaient même les opérateurs les plus expérimentés. Reeves la vit passer du statut d'outsider à celui d'experte reconnue avec une satisfaction discrète. À la fin de la réunion, des plans avaient été élaborés pour intégrer ces techniques de cartographie atmosphérique au protocole d'entraînement de l'unité, Jenkins se portant volontaire pour servir d'instructrice principale après avoir suivi une formation accélérée le lendemain matin. De retour à la caserne sous un ciel afghan étoilé, Reeves se retrouva aux côtés de Kearney. « Et maintenant ?» demanda-t-il. « Après votre prochaine mission, je veux dire. » Elle réfléchit à la question, l'air pensif dans la pénombre. Il y a toujours une autre chance impossible, un autre problème que la sagesse conventionnelle ne peut résoudre. Puis avec une rare vulnérabilité, elle ajouta « Mais celle-là comptait plus que les autres. » L'aveu resta en suspens entre eux, la reconnaissance que les missions ne se résumaient pas à l'excellence technique, mais à la justice, à la résolution de l'affaire, à la protection d'autrui. Si jamais vous avez besoin d'un observateur capable de suivre vos calculs insensés, proposa Reeves, le capitaine Marshall approuverait une mission temporaire. L'invitation était professionnelle en apparence, personnelle en dessous. Le sourire de Kearney fut bref mais sincère. « Je pourrais accepter, sergent-chef. » Alors qu'ils arrivaient au point où leurs chemins se séparaient, elle tendit la main. Reeves l'accepta, la poignée de main témoignant d'un respect mutuel acquis au cœur d'un combat acharné. Demain, elle serait partie, mais l'héritage de ce qu'ils avaient accompli ensemble perdurerait. 3 semaines après l'élimination du fantôme, Reeves fut convoqué au quartier général de la division, à l'aérodrome de Bagram. Les ordres ne fournissaient aucune explication, autre qu'un briefing prioritaire, le laissant spéculer pendant le trajet chaotique en hélicoptère depuis la base d'opération Redemption. Jenkins avait haussé les épaules avec un humour noir typique. Soit tu reçois une médaille, soit tu passes en cours martial. 50-50. Mais le sourire entendu du capitaine Marshall laissait présager une issue positive. À présent, en traversant la civilisation relative de l'immense base aérienne, avec ses bâtiments en béton et ses trottoirs, Reeves se sentait étrangement déconnecté de l'environnement opérationnel avancé auquel il s'était habitué. Il rajusta son uniforme avant d'entrer dans le bâtiment du quartier général, se demandant ce qu'il attendait à l'intérieur. « Sergent-chef Reeves, au rapport. Comme ordonné, monsieur. » Il se tenait au garde-à-vous devant le colonel Hargrove, commandant de division et figure légendaire des forces déployées. Le bureau du colonel était meublé spartiatement, à l'exception du mur de cartes retraçant les opérations dans toute la région. « Du calme, sergent-chef, » répondit Hargrove en désignant une chaise. « J'ai lu des rapports très intéressants sur votre opération contre le fantôme. » Reeves resta neutre, même si son esprit s'emballait. « L'élimination de cette cible par votre équipe a eu un impact stratégique significatif. 3 de ses réseaux cellulaires se sont effondrés sans son commandement. Les attaques contre nos convois ont diminué de 60%. Le colonel se pencha en avant, scrutant Reeves avec une intensité pénétrante. Mais ce qui est particulièrement intéressant, c'est la méthode. Cette approche de cartographie atmosphérique, c'est révolutionnaire. Avant que Reeves puisse répondre, la porte du bureau s'ouvrit après un bref coup. À sa surprise, le sergent-chef Kearney entra, impeccable dans son uniforme militaire. « Désolé pour le retard, monsieur. Retard de transport. » Elle fit un signe de tête professionnel à Reeves, dont la confusion devait se lire sur son visage. Le colonel Hargrove balaya ses excuses d'un geste. « Trop opportun. Je discutais justement des implications de votre opération conjointe avec le sergent-chef Reeves. » Il appuya sur un bouton de l'interphone de son bureau. « Faites-les entrer. » Quelques instants plus tard, la porte s'ouvrit à nouveau pour laisser entrer 2 civils en costume coûteux, accompagnés d'un général des Marines que Reeves avait reconnu grâce à des documents de briefing, mais qu'il n'avait jamais rencontré en personne. L'atmosphère dans la pièce changea aussitôt, chargée de l'énergie indéniable des décideurs de haut niveau. « Sergent Kearney, sergent-chef Reeves, » commença le colonel Hargrove. « Ces messieurs sont de la DARPA et du Bureau de la recherche navale.
Ils sont très intéressés par la méthodologie que vous avez développée pour le tir à très longue distance dans des conditions atmosphériques complexes. Le civil plus grand s'avança et se présenta comme étant le docteur Whitcomb, avec la précision précise d'un scientifique de carrière. Ce que vous avez démontré a des applications bien au-delà de l'élimination d'une seule cible. La capacité à prédire et à compenser avec précision les anomalies atmosphériques pourrait révolutionner de nombreux systèmes d'armes. Le deuxième civil acquiesça d'un hochement de tête. Nous créons un groupe de travail interarmé pour développer ces techniques et en faire des protocoles standardisés. Nous souhaitons votre participation à tous les deux. Le général prit ensuite la parole, son accent de Boston prononcé malgré des décennies passées sous l'uniforme. Il ne s'agit pas seulement d'améliorer le tir, il s'agit de réduire les dommages collatéraux et d'accroître la précision sur toutes les plateformes. Quand on peut tirer au but au lieu de faire appel à un appui aérien, on sauve des vies civiles. Il regarda Reeves droit dans les yeux. Votre rapport d'après-action était exemplaire par sa précision. Combiné à la documentation technique du sergent Kearney, il nous donne une base solide. Reeves jeta un coup d'œil à Kearney, remarquant son expression soigneusement neutre qui ne masquait pas vraiment sa fierté. C'était une validation non seulement de leur mission, mais aussi de ces années passées à développer une approche qui bousculait les idées reçues. La réunion se poursuivit pendant 1 heure, explorant les détails techniques et les applications futures, allant des opérations de sniper au système de munitions guidées. Après cela, Reeves et Kearney traversèrent ensemble la base en direction du mess, digérant la tournure inattendue des événements. « Vous étiez au courant ?» demanda-t-il finalement. Elle secoua la tête. « Pas les détails. Je savais qu'il s'intéressait à la technique. J'écris des rapports depuis mon retour à Kandahar. » Elle marqua une pause, plissant les yeux face au soleil de l'après-midi. « Je ne savais pas qu'il vous impliquerait aussi. » Sa voix était dépourvue de ressentiment, simplement une constatation. Reeves en examina les implications. « Alors, on nous réaffecte tous les deux à ce groupe de travail ?» La perspective était à la fois enthousiasmante et déstabilisante. Quitter son équipe en plein déploiement n'était pas ce qu'il avait imaginé. Kearney hocha lentement la tête. « Temporairement. 3 mois au centre d'entraînement d'Aberdeen, puis retour dans nos unités avec de nouveaux protocoles à mettre en œuvre. » Autour d'un repas au goût somptueux comparé à ce que proposait Fob Redemption, ils discutèrent des implications de la mission. « Tu t'occuperas de l'application pratique, » expliqua Kearney. « Je me concentrerai sur la modélisation mathématique. Ensemble, nous démontrerons son efficacité, tant théorique que pratique. » Son enthousiasme évident pour le projet était contagieux. Reeves se retrouva à élaborer des scénarios d'entraînement pour tester les limites du système, tandis que Kearney esquissait des équations sur une serviette en papier, expliquant les améliorations qu'elle envisageait depuis leur mission. « La vallée n'était qu'un début, dit-elle, les yeux brillants d'une excitation intellectuelle. Imaginez appliquer cela aux environnements urbains, où les bâtiments créent leurs propres effets de microclimat, ou aux opérations côtières avec les interactions de la brise marine. » À l'approche du soir, ils se dirigèrent vers leurs quartiers temporaires respectifs. « Départ demain à 9h01. confirma Kearney. Transport militaire pour le Koweït, puis transport commercial pour Douvres. L'urgence du calendrier était la norme pour les missions prioritaires, mais elle laissait peu de temps à Reeves pour informer correctement son équipe de son absence. Comme s'il lisait dans ses pensées, Kearney ajouta « Le capitaine Marshall a été briefé. Il se chargera de la transition. » Ils s'arrêtèrent à l'intersection où leurs chemins divergeaient. 3 mois à travailler là-dessus, songea Reeves, d'ennemi à collègue, puis à partenaire de projet. Une sacrée trajectoire. Le sourire de Kearney était mince mais sincère. Comme une trajectoire de balle bien calculée, répondit-elle avec un humour rare. Complexe, mais prévisible si l'on en comprend les variables. Alors qu'ils se séparaient, pour la nuit, Reeves a réalisé que ce qui avait commencé comme un seul tir impossible s'était transformé en quelque chose avec le potentiel de changer la guerre moderne. Tout cela parce qu'une femme soldat leur avait montré une manière différente de voir le champ de bataille. Le terrain d'essai d'Aberdeen s'étendait devant eux, l'automne teintant le paysage du Maryland de couleurs vives, presque choquantes après le terrain austère de l'Afghanistan. Reeves s'habituait mal à son uniforme militaire après des mois en tenue de combat, tandis qu'à ses côtés,
Kearney semblait parfaitement à l'aise tandis qu'ils étaient escortés à travers le vaste centre de recherche. Leur projet avait bénéficié d'un espace dédié au laboratoire de recherche balistique, un bâtiment en béton abritant certains des équipements de test d'armes les plus avancés de l'armée. Le docteur Whitcomb les accueillit à l'entrée, accompagné d'une équipe de civils et de militaires qui les soutiendraient dans leurs travaux. « Nous avons tout accéléré », expliqua-t-il en les faisant franchir les contrôles de sécurité. Les chefs d'état-major interarmés sont personnellement intéressés par les applications de votre méthodologie. Le laboratoire a dépassé les attentes les plus élevées de Reeves. Une technologie de pointe alliée à des équipements balistiques traditionnels, créant ainsi un centre d'essai idéal pour les tireurs d'élite. Un champ de tir intérieur de 100 mètres, équipé de capteurs avancés capables de suivre la trajectoire des balles au millimètre près, s'étendait jusqu'à 2000 mètres. Il était équipé de stations météorologiques et de capteurs de cartographie atmosphérique Kearney de dernière génération. Nous avons reproduit votre configuration de terrain et l'avons améliorée, expliqua le docteur Whitcomb, la fierté palpable dans la voix. Nous avons également ajouté des capacités de calcul pour traiter les données plus efficacement. Kearney allait de poste en poste, examinant le matériel avec un regard professionnel, posant parfois des questions techniques dépassant les compétences de Reeves. Son attitude habituellement réservée avait laissé place à un enthousiasme débordant. C'était son domaine, où théorie et pratique se mêlaient. Au cours des semaines suivantes, ils adoptèrent une routine efficace. Les matinées commençaient par la modélisation théorique, Kearney dirigeant une équipe de physiciens et d'experts en balistique à travers des scénarios atmosphériques de plus en plus complexes. Les après-midi passaient à la pratique, Reeves supervisant des essais de tir qui validaient ou infirmaient les hypothèses, formulées le matin. Ce qui rendait leur partenariat unique résidait dans l'intégration harmonieuse de la théorie et de la pratique. Aucune n'avait la priorité. Toutes deux étaient essentielles. « L'équation est belle », disait Kearney, « mais si Reeves ne peut pas tirer avec, ce n'est qu'une question d'élégance mathématique. » De même, Reeves s'en remettait à son expertise en physique sous-jacente, se concentrant plutôt sur la traduction de calculs complexes en procédures pratiques sur le terrain, accessibles à tout tireur d'élite expérimenté. Leurs travaux suscitèrent un intérêt croissant, les résultats préliminaires dépassant les attentes. 6 semaines plus tard, ils avaient mis au point un système portable améliorant de 78% la probabilité d'atteindre un tir au premier coup à des distances extrêmes et dans des conditions atmosphériques difficiles. Des observateurs militaires de diverses branches commencèrent à assister à leurs séances d'essai, observant avec un intérêt professionnel Reeves placer systématiquement des tirs qui auraient dû être impossibles selon la balistique conventionnelle. Lors d'une démonstration particulièrement impressionnante, il atteignit une cible de 91 cm x 950 mètres d'altitude en 3 coups consécutifs, malgré des vents latéraux artificiels, un exploit qui déclencha les applaudissements spontanés des observateurs habituellement stoïques. La méthode Kearney-Reeves la surnomma un colonel de l'armée, un nom qui resta immédiatement dans les mémoires malgré les protestations timides de Kearney. Au fur et à mesure de l'avancement du projet, leur relation professionnelle s'est transformée en une sorte d'amitié. Les longues soirées passées à analyser les données ont donné lieu à des conversations allant au-delà de la balistique, abordant des expériences partagées, des philosophies d'entraînement divergentes et parfois des histoires personnelles. « Mon père était professeur de physique », a révélé Kearney un soir, alors qu'il visionnait des images d'essai, expliquant sa fascination précoce pour les problèmes de trajectoire. Il installait des rampes et des pistes de billes pour m'apprendre le mouvement parabolique quand j'avais 8 ans. Reeves a partagé son propre parcours. 3 générations de Marines, sa réticence initiale à l'école de tireurs d'élite, malgré ses aptitudes naturelles, et son acceptation progressive que le tir de précision convenait mieux à sa nature méthodique qu'aux tactiques d'assaut de l'infanterie. Ces échanges, brefs mais constructifs, ont jeté les bases d'une compréhension mutuelle qui a renforcé leur collaboration professionnelle. La percée est survenue au cours de la 7e semaine. Kearney se débattait avec un problème mathématique particulier. Comment prendre en compte l'évolution rapide des conditions atmosphériques sans mise à jour constante des capteurs? Le problème, c'est la latence, expliqua-t-elle.
frustrés après une série de tirs d'essai ratés. Le temps que nous traitions les données, les conditions ont déjà changé. Ils étaient assis à la cafétéria du complexe, entourés de tasses à café jetées et de serviettes tachées de calculs. Reeve, la regardant dessiner une énième équation, eut une intuition, non pas basée sur la physique, mais sur son expérience de chasseur avant de rejoindre les Marines. « Et si on se trompait ?» suggéra-t-il. « Au lieu d'essayer de capturer chaque micro-changement, pourquoi ne pas identifier les changements de schéma, comme la façon dont les animaux perçoivent les changements météorologiques avant que les instruments ne puissent les détecter ?» Kearney leva brusquement les yeux, son expression passant de la frustration à une concentration intense. « Prédiction de modèles plutôt que mesure en temps réel, » murmura-t-elle, redessinant déjà ses schémas. « Il nous faudrait moins de capteurs, mais des algorithmes plus sophistiqués. » Elle travailla toute la nuit, ressortant le lendemain matin, les yeux embrumés, mais avec une approche révolutionnaire combinant modélisation prédictive et utilisation minimale des capteurs. Testé l'après-midi même, le système simplifié s'avéra encore plus précis que leur méthodologie précédente, tout en réduisant les besoins en équipement de 60%, le rendant véritablement utilisable sur le terrain par les équipes d'opérations spéciales. Alors qu'ils examinaient les résultats spectaculaires, Reeves croisa le regard de Kearney depuis la station de surveillance. Pas besoin de mots. Ce triomphe partagé en disait long sur ce qu'ils avaient accompli ensemble. Le succès s'accompagna de l'inévitable bureaucratie. Les dernières semaines à Aberdeen furent rythmées par d'interminables briefings avec les dirigeants militaires, la documentation technique pour les équipes de mise en œuvre et les protocoles de formation des instructeurs de tireurs d'élite chargés de diffuser la méthodologie. Durant tout ce temps, Reeves et Kearney maintinrent le partenariat productif qui avait caractérisé leur travail, lui traduisant des concepts complexes en procédures pratiques sur le terrain, elle garantissant la validité scientifique de chaque recommandation. Alors que leur mission touchait à sa fin, la réalité du retour dans des unités et des déploiements distincts se profilait à l'horizon. Aucun des deux n'en parla directement jusqu'à leur dernier soir au camp, alors qu'ils préparaient le matériel pour le transfert vers différents centres d'entraînement. « J'ai reçu mes nouveaux ordres aujourd'hui », dit Kearney en emballant soigneusement un prototype de capteur. Équipe de conseil aux opérations spéciales, lieu classifié. Elle n'eut pas besoin d'en dire plus. Ils comprenaient tous deux la nature de telle mission. Reeves hocha la tête, sans surprise, mais avec un pincement au cœur. École d'instructeurs de tireurs d'élite pour moi. Quantico. Ils veulent que la nouvelle méthodologie soit immédiatement intégrée au programme. La symétrie était appropriée. Tous deux enseigneraient à d'autres ce qu'ils avaient créé ensemble, multipliant ainsi l'impact de leur travail au sein des forces armées. Alors qu'ils terminaient de ranger leurs affaires dans un silence complice, Reeves posa enfin la question qui le trottait dans la tête. « Allons-nous aller jusqu'au bout ? Je veux dire, la mise en œuvre complète. » Kearney leva les yeux, son expression passant de l'accent professionnel à une expression plus personnelle. « Certains partenariats ne se terminent pas simplement parce que la mission prend fin, » répondit-elle simplement. « Ce n'est que le début. » 2 ans plus tard, une tempête de sable s'abattait sur le désert syrien, la visibilité réduite à quelques mètres, de fines particules s'infiltrant dans chaque recoin des équipements et des vêtements. Soigneusement dissimulé, surplombant un centre de commandement suspecté de Daesh, le sergent d'artillerie des Marines Marcus Reeves ajustait ses lunettes de protection et vérifiait la tablette affichant les données atmosphériques. À ses côtés, le major Diana Kearney surveillait son propre équipement, les doubles insignes de service sur leurs gilets tactiques reflétant leur statut unique de commandement interarmé. Ce qui n'était au départ qu'un partenariat temporaire s'était transformé en une unité inédite, une unité spécialisée de 2 personnes, déployée pour les opérations de sniper les plus difficiles sur plusieurs théâtres. L'équipe du tir impossible, comme certains les appelaient, mais jamais en face. Le système s'adapte aux conditions de la tempête, annonça Kearney d'une voix calme malgré le vent hurlant. Cartographie terminée en 3 minutes. La technologie utilisée n'avait que peu de ressemblance avec le prototype développé à Aberdeen. 2 années d'essais sur le terrain, de perfectionnement et de progrès technologiques avaient donné naissance à un système si sophistiqué et intuitif qu'il était intégré à tous les systèmes, des ordinateurs de précision portables
aux munitions guidées de nouvelle génération. La méthode Kearney-Reeves, désormais officiellement appelée compensation balistique atmosphérique avancée, AABC, avait révolutionné le ciblage de précision au sein des forces armées. Mais les applications les plus complexes nécessitaient encore l'intervention des concepteurs eux-mêmes, d'où leur mission actuelle. Un tir à 2100 mètres à travers une tempête de sable pour éliminer une cible de grande valeur ayant échappé aux méthodes conventionnelles. « Tu te souviens de notre premier tir ensemble ?» demanda Reeves, le souvenir de l'Afghanistan encore vif malgré les dizaines de missions effectuées depuis. Les yeux de Kearney se plissèrent, seule trace de son sourire derrière son masque tactique. Le fantôme, les thermiques de la vallée, tu n'y croyais pas. Leur histoire commune se passait de détails. Elle avait jeté les bases d'un partenariat professionnel transcendant les rivalités entre les armées et les structures militaires traditionnelles. Leur taux de réussite leur avait valu une autonomie opérationnelle dont peu d'autres bénéficiaient, rendant compte directement au commandement des opérations spéciales interarmées pour les missions de ciblage de précision les plus difficiles dans de multiples zones de conflit. La fenêtre de ciblage s'ouvre dans 10 minutes, nota Reeves en consultant sa montre. L'intensité de la tempête diminue légèrement, conformément aux prévisions. La tablette affichait le modèle atmosphérique complexe qui était devenu leur signature. Des motifs de couleurs tourbillonnants représentant les variations de densité, les vecteurs de vent et la concentration de particules que leurs balles traverseraient. Ce qui nécessitait autrefois de multiples capteurs et des calculs complexes fonctionnait désormais de manière quasi autonome. Les algorithmes qu'ils avaient développés cartographiaient les conditions en temps réel et généraient des solutions de tir prenant en compte des variables impossibles à suivre manuellement. « Solution prête », confirma Kearney en envoyant les données à l'ordinateur balistique de Reeves d'une simple commande. « Réglage verrouillé. Fenêtre de tir principale dans 8 minutes. Secours secondaire dans 23 si la principale est compromise. » La précision de leur opération reflétait des années de perfectionnement. Aucun mouvement inutile, aucune communication inutile, chacun remplissant son rôle avec une confiance absolue dans l'autre. Tandis qu'ils effectuaient les derniers préparatifs, Reeves repensa au parcours qui les avait menés à ce moment. Après Aberdeen, ils étaient retournés dans leurs unités respectives comme prévu, appliquant la méthodologie par le biais de programmes d'entraînement qui avaient d'abord rencontré une certaine résistance, mais qui avait progressivement été accepté à mesure que les résultats se révélaient irréfutables. 6 mois plus tard, ils se retrouvèrent temporairement pour une réunion d'information du Congrès sur les technologies de ciblage de précision, où leur synergie évidente attira l'attention du commandant du JSOC. La proposition qui en résulta, une équipe permanente de tireurs d'élite interarmés spécialisés dans les tirs impossibles, était sans précédent, mais approuvé au vu de son taux de réussite avéré. 2 ans et 27 éliminations confirmées plus tard, ce qui avait commencé comme une expérience était désormais considéré comme un atout stratégique essentiel. « J'ai réfléchi », dit soudain Kearney, rompant leur silence confortable, « à ce qui se passera quand on ne pourra plus faire ça. » Ce n'était pas une conversation qu'ils avaient déjà eue. Ils parlaient de l'avenir au-delà de leur rôle opérationnel actuel. Reeves ajusta légèrement sa position, les yeux fixés sur la cible à travers sa lunette. « Vous voulez dire quand des tireurs plus jeunes et plus rapides nous remplaceront ?» demanda-t-il, sachant que ce n'était pas ce qu'elle voulait dire. Kearney secoua la tête avec précaution. « Je veux dire quand la technologie sera si performante qu'elle n'aura plus besoin de nous. Quand n'importe quel tireur d'élite qualifié pourra effectuer ses tirs grâce au système. » C'était une inquiétude légitime. Leur propre succès dans la systématisation de leur approche rendait progressivement leurs compétences uniques moins irremplaçables. La dernière génération du système AABC était déjà déployée auprès des équipes d'opérations spéciales du monde entier. « Alors, nous aurons pleinement réussi, » répondit Reeves après un moment de réflexion. « N'est-ce pas là le but ? Changer les méthodes, et non pas être les seuls à pouvoir le faire ?» L'expression de Kearney s'adoucit derrière son équipement tactique. « Vous parlez comme un professeur maintenant, et non plus comme un simple tireur. » C'était vrai, entre 2 missions, tous 2 avaient assumé des rôles d'instructeurs. Elle à l'école de tireurs d'élite de l'armée, lui à Quantico, transmettant non seulement des compétences techniques, mais aussi la philosophie qui sous-tendait leur approche.
des problèmes apparemment insurmontables cédèrent la place à une réflexion innovante et à des approches interdisciplinaires. Leur héritage ne se mesurerait pas seulement en cibles éliminées, mais en méthodologies transformées qui survivraient à leur service actif. Le mouvement vers la cible, rapporta Reeves, la discussion étant temporairement mise de côté pour se recentrer sur la mission. À travers le sable tourbillonnant, à peine visible à fort grossissement, leur cible apparut exactement comme les renseignements l'avaient prédit. Un commandant supérieur procédait à une brève inspection avant de retourner se cacher. Kearney effectua les derniers calculs atmosphériques, tandis que Reeves s'installait en position de tir idéale. « Envoie », dit-elle simplement. L'aboutissement de leur collaboration résumé en 2 mots symbolisant une confiance et une précision absolue. Reeves expira, son doigt appuyant parfaitement sur la détente. Le bruit du fusil fut englouti par la tempête hurlante, la balle entamant son voyage à travers un chaos atmosphérique précisément cartographié. À 2100 mètres de distance, la cible s'abattit, le tir atteignant exactement comme prévu, malgré des conditions qui l'auraient rendu impossible avec les méthodes conventionnelles. Cible éliminée, confirmée, rapporta leur équipe de surveillance. Tandis qu'ils décortiquaient méthodiquement leur position avec une efficacité éprouvée, Reeves se surprit à réfléchir à la question de Kearney. « Vous savez, dit-il tandis qu'ils emballaient le matériel sensible, même si la technologie permet ce que nous faisons, il y aura toujours de nouveaux problèmes impossibles à résoudre. » Il lui jeta un coup d'œil, remarquant l'expression pensive qui lui était devenue familière au fil de leurs années de collaboration. « C'est notre métier ? Pas seulement réaliser des tirs impossibles, mais trouver comment rendre l'impossible possible. » Kearney hocha la tête, un rare sourire éclatant s'affichant maintenant qu'elle avait retiré son masque de protection. « Dans ce cas, répondit-elle, je pense que nous allons rester occupés pendant un bon moment. » Tandis qu'ils traversaient la tempête du désert en direction de l'extraction, 2 figures issues de services différents unies par une mission commune, Reeves repensa au chemin parcouru depuis leur première rencontre sceptique à la base aérienne Redemption. Ce qui avait commencé par une résistance, une soldate de l'armée montrant aux tireurs d'élite des Marines une meilleure approche, avait transformé non seulement leur carrière, mais aussi le ciblage de précision militaire lui-même. Leur histoire était devenue légendaire parmi les équipes de tireurs d'élite du monde entier, non seulement pour les tirs qu'ils avaient effectués, mais aussi pour les barrières qu'ils avaient brisées entre les services, entre les sexes, entre la science théorique et la pratique. Alors que leur hélicoptère d'extraction émergeait dans la tempête qui s'atténuait, Reeves savait avec certitude que, quels que soient les défis impossibles qui les attendaient, ils les relèveraient ensemble. Le partenariat qui avait tout changé continuant d'évoluer, d'innover et d'accomplir ce que d'autres jugeaient impossible.